Les prédateurs spatiaux les plus redoutés se trouvaient être des monstres de 8 pieds de haut à 6 membres avec des dents cristallines et un problème d'attitude qui faisait passer les gardiens de la paix diplomatique pour des blaireaux territoriaux. Comment l'univers fonctionne avec sa sagesse infinie et son sens de l'humour douteux est un mystère pour tout le monde. Au cours de 3 millénaires, les Corvani leur nom pour eux-mêmes, quand ils se souciaient des noms, avaient amassé un empire qui s'étendait sur 17 systèmes solaires. Tous ont été vaincus, non pas par une supériorité technologique ou un génie stratégique, mais par le simple expédient d'être si extrêmement dangereux que la plupart des espèces préféraient abandonner leur planète plutôt que de risquer une rencontre en personne. Jacquard Prime, leur monde d'origine était si horrible qu'il a poussé les compagnies d'assurance à refuser de les couvrir et les spécialistes de la survie à pleurer. La vitesse de la gravité était de 2-3 standards. Il semblait que quelqu'un avec un doctorat en sadisme créatif avait construit l'environnement local et il y avait des traces de substances dans l'air qui pouvaient dissoudre la plupart des métaux établis. Être au sommet de cette fascinante chaîne alimentaire permettait aux Corvani de voir la galaxie à travers les yeux d'un lion qui regarde une table pleine de gazelles inhabituellement lentes. Leur attitude envers l'éducation des enfants était ce qui les rendait si attachants. Les petits Corvani naissent avec une multitude de compétences d'adultes, comme la capacité de rétracter leurs griffes et de percer le blindage des vaisseaux spatiaux. Ils ont également une connaissance innée de 14 façons distinctes de se débarrasser d'un adversaire 2 fois plus grand qu'eux. Toutes les mamans ont naturellement adopté une attitude plutôt protectrice envers ces précieux bébés. Le mot « quelque peu » ici est à peu près le même que de dire qu'une supernova est légèrement chauffée ou qu'un trou noir est légèrement difficile à naviguer autour. La colonie minière sur Kepler 442c avait mené ses opérations pendant environ 3 années standards, ce qui était tout un exploit complètement inconsciente de ces faits. Les autorités coloniales terriennes ne semblaient pas avoir assisté à la session d'orientation où il était enseigné que la plupart des espèces civilisées devraient d'abord examiner les cartes stellaires à la recherche de marques territoriales corvaniennes avant de construire quoi que ce soit de plus permanent qu'une aire de repos. Juste pour que vous le sachiez, nous, les humains, avons une longue et riche histoire de nous mettre dans des situations délicates qui inciteraient normalement des espèces plus raisonnables à investir beaucoup d'argent dans le transport longue distance. Établir une installation d'extraction de lithium dans ce qui était essentiellement une réserve de chasse Corvani a démontré un dévouement extraordinaire à la pensée optimiste, même par rapport aux normes humaines. La colonie était un modèle d'incompétence fonctionnelle en soi. L'équipement minier semblait avoir été assemblé par un comité, les quartiers d'habitation étaient à la fois petits et inefficaces, et il y avait des dômes préfabriqués reliés par des passerelles couvertes. Il y avait environ 200 êtres de 17 espèces distinctes, tous unis dans le noble but d'exploiter à ciel ouvert une planète autrement idyllique pour des composants de batterie. Le commandant de la station Zenturi Vex Valdron, dont l'ascendance était un hybride bizarre de menthe religieuse et de classeurs, supervisait les opérations avec un degré extraordinaire de précision bureaucratique qui ferait paraître l'observation de la peinture qui sèche comme une forme de plaisir intense. Les rôles de gestion intermédiaire dans les opérations minières éloignées convenaient parfaitement aux Zenturi en raison de leur organisation impeccable, de leur méticulosité et de leur incapacité totale à détecter le sarcasme, ce qui était bien connu dans toute la galaxie. Griggs Mulenad, un superviseur minier Belvani, sous les ordres de Valdron, appartenait à cette espèce unique qui a évolué à partir d'herbivores, mais qui est devenue encore plus paranoïaque que leurs proies naturelles. Les Elvani étaient excellents en art, en philosophie et en technologie,
Mais ils n'ont jamais été bons pour calculer des risques raisonnables. Compte tenu du climat galactique, leur vision de la vie était en fait plutôt raisonnable, ils traitaient chaque problème comme s'il allait exploser à l'instant même. Sur cette compilation de la recherche de la médiocrité, Jackson Reeves a été envoyé sur Terre par le cosmos pour travailler comme ingénieur de maintenance. Ses tâches officielles comprenaient la réparation des équipements, la fourniture de supports techniques de base et le dépannage, mais en pratique, il devait réparer tout ce qui s'était cassé ce jour-là, tout en écoutant différentes espèces extraterrestres, justifier que les humains étaient manifestement incapables de tâches nécessitant de l'intelligence de la prévoyance ou des instincts de survie de base. Après des mois sur Kepler 442c, Jackson avait pris goût au lubrifiant industriel dans son café Zenfuri. Belvani pensait que tout ce qui était plus fort que de l'eau distillée était poivré, et ses collègues voyaient surtout les humains comme un accident cosmique qui avait réussi à atteindre l'espace grâce à une persévérance obstinée plutôt qu'à une véritable compétence. Cette évaluation n'était pas totalement injuste. À la fin, les humains avaient conquis la moitié du cosmos. Leur adaptabilité, leur obstination et leur propension inquiétante à se lier d'amitié avec des choses que la plupart des êtres rationnels qualifieraient de dangers existentiels immédiats compensaient largement le fait qu'il manquait de l'armure naturelle des Corvani, de la sophistication technologique des Zenfuri et de la prudence paranoïaque des Belvani. Un exemple de cette occurrence n'était autre que Jackson. Mesurant une taille banale de 1,70 et ayant une carrure qui laissait supposer une activité physique régulière sans engagement particulier, il avait 32 ans selon les mesures normales. Ses yeux gris avaient l'expression unique d'un homme qui avait vu suffisamment du cosmos pour trouver une grande partie de celui-ci légèrement divertissante plutôt qu'activement effrayante, et ses cheveux bruns en permanence ébouriffés donnaient l'impression soit d'un style méticuleux, soit d'un mépris total pour l'apparence personnelle. Ses collègues avaient renoncé à essayer de comprendre son apparente indifférence à l'idée de travailler sur une planète habitée par des prédateurs capables de mordre à travers l'acier. Pour une raison quelconque, il semblait sincèrement curieux des civilisations extraterrestres qui nous étaient complètement étrangères. Même s'il réparait des choses dans un espace qui ferait hurler la plupart des gens de claustrophobie, il avait une étrange tendance à fredonner. S'ils avaient dépassé les normes minimales d'emploi en examinant son dossier personnel, la solution aurait été dans ses qualifications académiques. Jackson s'était spécialisé dans les schémas de comportement des prédateurs à travers de nombreuses espèces et avait obtenu des diplômes de 3e cycle en xénobiologie et en psychologie comparative. Avant d'accepter le poste de mineur, il avait travaillé pendant 6 ans dans des réserves animalières sur d'autres planètes. Tout comme certaines personnes trouvent que les difficultés des échecs ou la littérature ancienne fascinante, il trouvait les dynamiques sociales des situations de travail multi-espèces fascinantes. C'était son excuse, bien que ce soit plutôt un besoin de changement de rythme. Jackson n'avait jamais pris la peine de le mentionner et les individus qui finissaient par travailler dans des opérations minières éloignées étaient généralement plus préoccupés par leur virement de salaire hebdomadaire que par l'échange de titres académiques, donc aucun de ses collègues ne le savait. Jackson était le candidat idéal pour cela. Au début de sa carrière, il a vu que les gens le traitaient différemment après avoir découvert qu'il détenait de nombreux diplômes dans des domaines imprononçables. Et il aimait quand les gens ne prenaient pas le temps de le comprendre, plutôt que de lui demander d'élaborer sur chaque petite chose des habitudes d'accouplement des coléoptères limaces andromédiens aux besoins alimentaires spécifiques des différentes espèces. Comme la plupart des événements monumentaux, la matinée qui a tout changé a commencé par une incompétence administrative et une défaillance de l'équipement. Le processeur atmosphérique principal, Belvani, avait créé ce que Griggs Mullen avait appelé une vibration inquiétante.
Cette chose va exploser et nous tuer tous. Il a fallu près de 3 heures à Jackson pour comprendre que la connexion du système de filtration tertiaire était défectueuse, nécessitant une réparation qui impliquait de se tortiller à travers des tunnels de maintenance manifestement conçus par quelqu'un qui avait l'opinion que les gens ont une malléabilité inhérente et n'ont pas besoin de lumière artificielle ou d'oxygène pour respirer. Les alarmes de proximité annoncèrent joyeusement qu'une chose énorme, rapide et peut-être hostile venait d'entrer dans la portée des capteurs de la colonie alors qu'il expliquait au commandant Valdron pourquoi la réparation prendrait encore 4 heures. Jackson avait appris à reconnaître le tremblement de l'antenne de Valdron comme une terreur à peine contrôlée. Selon les données recueillies par les capteurs, il y a un certain nombre de contacts se déplaçant vers le nord-est. Le commandant fit l'annonce avec le ton bureaucratique plat caractéristique des zénuries qu'ils employaient pour cacher leur véritable peur. Sur son bureau, Griggs Mullen était déjà en train de récupérer des données des scanners. Les mains à 6 doigts qu'il utilisait pour manipuler les commandes démontraient la même efficacité désespérée que Belvani lorsqu'il sentait un désastre imminent, ce qui, pour être honnête, arrivait la plupart du temps. D'un autre côté, ce type spécifique d'efficacité laissait entendre que sa paranoïa avait en fait détecté quelque chose de préoccupant. Au cas où quelqu'un n'aurait pas saisi la pertinence Corvani, Gris l'a déclaré à nouveau. Le groupe de Corvani se dirige dans cette direction à une vitesse d'environ 40 km/h. Tout ce qu'on pouvait entendre dans la salle de contrôle était le bourdonnement de différents appareils électriques et ce que Jackson pensait être la machine respiratoire de Valdron qui semblait hyperventilée en Zenfari. Les mondes habités n'étaient pas traversés au hasard par les meutes de Corvani. Ils avaient le genre d'intelligence qui rendait les stratèges militaires verts de jalousie. Ils étaient territoriaux, méticuleux et capables de concevoir des méthodes de chasse. Il y avait 2 explications possibles à l'approche d'une meute de la colonie, soit ils avaient un but prédéterminé en étant là, soit ils voyaient cette parcelle de terre comme un emplacement de choix pour une nouvelle revendication territoriale. Aucune de ces options n'augurait rien de bon pour l'après-midi à venir. « Quel est le nombre » demanda Valdron. Griggs répondit en faisant une pause, alors que de nouvelles données défilaient sur son écran et 3 juvéniles. Le silence qui suivit cette information était caractéristique soit d'une brillante planification tactique, soit de l'effondrement total de la civilisation selon le ton de Valdron. Les petits des Corvani étaient encore plus terrifiants que les adultes possédant toute la force physique de leurs parents ainsi que la nature curieuse des prédateurs juvéniles et aucune des contraintes comportementales qui viennent avec la maturité. De plus, les mères recouraient à une violence extrême si elles sentaient un danger pour leurs petits. Valdron voulait connaître l'heure d'arrivée prévue, mais il se précipitait déjà vers les commandes de communication d'urgence qui déclencheraient un confinement à travers la colonie. Griggs donna le feu vert, disant « 18 minutes ». Jackson ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. La plupart des espèces auraient eu besoin d'au moins 1 heure pour parcourir la même distance à travers le terrain accidenté de Kepler 442c, mais les Corvani avaient évolué précisément pour ce type de poursuite à travers le pays. Leurs griffes cristallines leur donnaient une adhérence parfaite sur la roche ou le métal, et leur système cardiovasculaire pouvait fonctionner à pleine efficacité pendant des heures sans repos. Les protocoles d'urgence de la colonie étaient admirablement complets, bien que quelque peu sombres. Les boucliers anti-explosion étaient scellés sur les fenêtres en quelques minutes après l'annonce de Valdron. Les portes verrouillées étaient censées empêcher les animaux dangereux d'entrer,
Mais les systèmes de sécurité de l'installation passaient à la vitesse supérieure et 200 êtres différents se précipitaient frénétiquement vers les zones de sécurité désignées d'une manière qui suggérait que ce n'était pas leur première rencontre avec de telles créatures. Les barrières énergétiques et le principe général selon lequel les prédateurs préfèrent éviter les positions fortifiées lorsqu'une proie plus facile est disponible ailleurs n'ont pas été pris en compte lors de la conception des protocoles. Jackson observait les préparatifs d'urgence avec l'œil détaché de quelqu'un qui avait passé des années à étudier le comportement des prédateurs et pouvait raisonnablement prédire l'efficacité des défenses de la colonie contre une espèce qui avait évolué pour chasser des proies dangereusement grandes. La question pour peu de gens le surveillait, mais il continuait à garder un œil sur les choses lorsque les capteurs de proximité ont révélé que la meute de Corvanie avait atteint le périmètre extérieur de la colonie environ 14 minutes avant l'estimation la plus pessimiste de Grix. Cela pouvait signifier deux choses. Soit la meute était plus motivée que d'habitude, soit ils avaient décidé que la colonie minière était plus qu'une simple revendication territoriale possible. 7 Corvanie adultes se déplaçaient fluidement à travers les routes d'approche de la colonie comme une meute qui chassait ensemble depuis des années. Ils étaient magnifiques en ce sens beau terrible et quelque chose que vous ne vouliez pas affronter sans une préparation adéquate et une assurance. Les caméras externes montraient clairement ce que l'univers avait envoyé pour pimenter la journée de tout le monde. Vela, la matriarche du Pax, occupait le centre de la formation. Sa peau cicatrisée et ses mouvements délibérés l'identifiaient comme une survivante et une leader. Elle surpassait les autres tant physiquement qu'auriquement, dégageant l'assurance d'un prédateur qui n'avait jamais rencontré d'adversaire assez fort pour contester sa domination. Alors qu'elle scrutait la colonie, ses dents cristallines reflétaient le soleil de l'après-midi et ses 4 yeux travaillaient en tandem pour évaluer les dangers, les opportunités et les voies de fuite. Les 3 petits couraient à côté de leur mère, leur énergie débordant de l'enthousiasme débridé de jeunes prédateurs qui n'avaient pas encore appris à se méfier de l'univers. Le plus grand Zent se déplaçait avec la coordination maladroite d'un jeune adulte, tandis que la plus petite et la plus rapide, Kira, se faufilait entre les adultes comme une ombre à 6 membres, et le plus jeune Voss traînait à l'arrière avec le zèle obstiné d'un jeune luttant pour suivre les membres plus expérimentés de la meute. Ce groupe se déplaçait avec détermination, mais sans l'attitude agressive qui précédait habituellement les disputes territoriales des Corvanie, ce qui rendait la situation encore plus intrigante. Normalement, lorsqu'un groupe s'approche d'une zone habitée, il attendait soit que les occupants partent, soit il attaquait immédiatement selon qu'il considérait les habitants comme des proies ou des menaces. Un Corvanie curieux comme Jackson l'a réalisé pouvait être une bonne ou une mauvaise chose, selon ce qui avait piqué son intérêt. D'une part, cela les rendrait moins susceptibles d'agir violemment immédiatement, mais d'autre part, ils enquêteraient sur tout ce qui piquait leur intérêt avec une attention méticuleuse, qui pourrait involontairement causer des dommages matériels considérables. Alors qu'ils arrivaient à la principale voie d'accès de la colonie, la meute s'arrêta brusquement. Non pas une pause de doute ou d'hésitation, mais l'arrêt intentionnel de prédateurs qui étaient arrivés précisément là où ils allaient. Avec une précision militaire, ils se dispersèrent à travers le chemin bloquant l'accès à l'entrée principale, tout en gardant des lignes de vue ouvertes dans toutes les directions. Bien qu'ils n'attaquaient pas directement l'installation, ne faisaient pas de gestes menaçants ou n'agissaient pas d'une manière qui justifierait une action défensive immédiate, la meute s'était positionnée pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir de la colonie, ce qui, comme Jackson devait l'admettre, était un exemple typique de contrôle territorial. Les petits, en revanche, étaient plus occupés à explorer la fascinante variété de nouvelles vues, sons et odeurs de la colonie qu'à s'intéresser à la politique territoriale.
Il se mêlait aux adultes, reniflait les bouches d'aération, examinait l'équipement et montrait généralement la curiosité que les jeunes prédateurs manifestent lorsqu'ils rencontrent quelque chose de nouveau. Attention à tout le personnel. Nous avons confirmé la présence de Kobani à l'extérieur de l'installation principale. Tout le personnel doit rester dans les zones de sécurité désignées jusqu'à nouvel ordre. La voix du commandant Vuldren a proclamé cela à l'intérieur de la colonie, comme tout le monde pouvait déjà le voir sur les moniteurs externes. Le système de communication d'urgence s'est ouvert. Le message que les protocoles d'urgence étaient toujours en place a été accueilli avec une résignation que l'on pouvait attendre de créatures qui avaient passé toute leur vie de travail dans des endroits éloignés où de tels protocoles faisaient partie de la vie quotidienne. La majorité des colons avaient vécu des explosions d'équipements et des intempéries. Malgré le fait que Kobani représentait une menace plus grande que les processeurs atmosphériques défectueux, l'instruction fondamentale restait la même, rester à l'intérieur, rester silencieux et attendre patiemment la résolution de la situation. Jackson se trouvait dans la position particulière d'être à l'extérieur de l'installation principale lorsque le confinement a été initié. Il analysait les composants externes des processus atmosphériques lorsque les alarmes ont retenti et les protocoles d'urgence ont scellé les points d'accès de maintenance avant qu'il ne puisse retourner au complexe principal où il était relativement en sécurité. Il se trouvait dans la cour de l'équipement à environ 50 mètres de l'endroit où 7 prédateurs suprêmes avaient établi ce qui semblait être une revendication territoriale temporaire. La seule chose qui le séparait d'eux était un terrain dégagé et il possédait le même genre d'optimisme qui avait mis les humains en difficulté depuis qu'ils avaient pensé que ce serait une bonne idée de quitter leur planète natale. La plupart des gens dans cette situation auraient couru se mettre à l'abri et auraient attendu que le secours ou la mort arrive selon ce qui viendrait en premier. Santanine. Jackson, en revanche, était vraiment intéressé par le comportement de la meute. Il avait passé des années à étudier les schémas sociaux des Corvani, mais il ne les avait jamais vus dans leur habitat naturel, surtout pas une meute avec de jeunes membres. Les petits, en particulier, montraient le type de curiosité que ces études avaient suggéré, mais jamais prouvé de manière concluante, c'est-à-dire que les jeunes Corvani, en théorie, sont plus curieux que les adultes, plus ouverts à l'exploration de nouveaux stimuli et plus enclins à aborder des situations inconnues avec le manque de prudence qui caractérise les membres plus expérimentés de la meute. Théoriquement, tester cette hypothèse nécessiterait le type de travail de terrain que la majorité des xénobiologistes effectuent avec une grande prudence en utilisant une variété d'équipements de protection et idéalement plusieurs couches de barrières. Mener l'expérience dans un chantier ouvert en ne portant rien de plus que des combinaisons de travail standard est un exemple du type de méthodologie de recherche que les comités d'examen académiques ont explicitement interdite dans leurs critères de conduite scientifique éthique. D'autre part, faisant semblant de continuer ses réparations, Jackson observait le comportement de la meute avec un intérêt professionnel qui aurait alarmé ses collègues s'ils avaient été présents, mais en réalité de telles opportunités d'observation directe étaient extrêmement rares et Jackson avait toujours cru que les meilleures découvertes scientifiques provenaient d'être au bon endroit au bon moment, avec la bonne combinaison de connaissances et un mépris total pour la sécurité personnelle. Pu le voir. Les moniteurs externes de l'installation principale ne donnaient qu'une vue d'ensemble. Ils ne pouvaient pas saisir les subtilités de l'interaction du groupe que lui pouvait voir de là où il se tenait. Vela s'était positionnée au milieu de la formation, où elle pouvait surveiller chaque membre du groupe, tout en gardant l'entrée principale de la colonie dans sa vision périphérique. Alors que les autres adultes formaient un schéma défensif pour protéger les petits du danger, tout en laissant des voies d'évacuation ouvertes. Cette démonstration d'intelligence et d'expérience était égalée par la confiance croissante des petits lorsqu'ils s'aventuraient dans le monde. Ils erraient en une bande lâche suivant le périmètre protecteur des adultes,
mais explorant aussi tout ce qui piquait leur intérêt. Leur investigation était méthodique, pas hasardeuse, ce qui peut indiquer que même en tant que juvéniles, ils exhibaient le genre d'intelligence systématique qui faisait des Corvani des prédateurs si redoutables. Le plus jeune des petits Voss fut le premier à remarquer Jackson. Alors qu'il se tenait là complètement immobile, traitant cette nouvelle information, le petit se figea au milieu de l'examen d'un équipement minier, les 4 yeux tournés vers la zone de maintenance où Jackson travaillait. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Jackson continua ses réparations avec une calme délibérée. Les petits Cavani héritaient de la plupart de leur sens d'adulte à la naissance. Alors Voss analysait l'arôme de Jackson, sa posture et la signature électromagnétique de son système nerveux, comme si le petit effectuait une évaluation exhaustive des menaces pour déterminer si cet être bipède particulier représentait une menace, était une proie ou quelque chose de complètement différent. En même temps, Jackson faisait très attention à ne pas paraître agressif ou menaçant en gardant une posture détendue, en se déplaçant lentement et de façon prévisible et en semblant se concentrer sur sa tâche plutôt que sur la meute. Toutes ces actions, selon ses recherches, réduiraient la probabilité de provoquer une réaction défensive. Naturellement, ces études s'étaient davantage appuyées sur des expériences contrôlées et des données d'observation que sur des travaux de terrain réels. Il était donc toujours possible qu'ils soient voués à devenir une note de bas de page regrettable dans l'histoire de la recherche xénobiologique. Voss s'avança prudemment vers la zone de maintenance, puis une autre. Conscients de ce que leurs compagnons de meute avaient trouvé, les autres petits remarquèrent les mouvements du jeune Cani, et en quelques instants, les 3 juvéniles fixaient Jackson avec une intensité d'intérêt qui indiquait qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les adultes avaient remarqué ce changement. Le regard de Velka était passé de l'entrée de la colonie à ses petits, et son langage corporel s'était transformé d'une vigilance détendue en une inquiétude concentrée. Le reste de la meute s'était également tourné vers la zone de maintenance, leurs mouvements ayant pris une fluidité prête à la fuite ou au combat. Même si cela serait terrifiant pour la plupart des gens, la principale préoccupation de Jackson était de ne faire aucun mouvement brusque qui pourrait déclencher les instincts protecteurs de 7 Cani adultes, alors que 10 prédateurs très intelligents essayaient de déterminer s'ils représentaient une menace pour 3 très précieux petits. Cependant, les petits montraient un intérêt croissant pour ce qu'ils avaient trouvé. Zent et Kira avançaient avec Voss en éclaireur. Ils s'approchaient avec la curiosité prudente de jeunes prédateurs explorant quelque chose de nouveau, leurs mouvements coordonnés, malgré leur jeunesse évidente. Jackson savait qu'il voyait quelque chose d'extraordinaire. En règle générale, les petits Cavani montraient une curiosité naturelle pour les stimuli nouveaux, mais ils s'aventuraient rarement trop près de créatures inconnues sans d'abord mener des enquêtes approfondies à une distance sûre. Le fait qu'ils soient prêts à se rapprocher indiquait soit un degré de confiance inhabituel, soit la reconnaissance de quelque chose de familier. La percée est survenue lorsque Voss a incliné la tête, ce que Jackson avait précédemment identifié comme une expression Corvani d'intérêt perplexe selon ses études. Il s'est mis dans une position qui reflétait la posture de Voss, a incliné sa propre tête au même angle et a établi un bref contact visuel avant de détourner le regard. Le petit essayait de classer cette étrange créature afin qu'elle puisse s'intégrer dans sa vision du monde. Lorsqu'il s'est rendu compte que son système de classification habituel ne suffisait pas tout à fait, il a pris une décision qui aurait horrifié toute personne familière avec les protocoles de sécurité standards pour traiter avec les prédateurs suprêmes. Jackson essayait de faire comprendre qu'il comprenait la curiosité du petit et qu'il ne se voyait ni comme une menace, ni comme une proie potentielle à travers un exemple classique de langage corporel Corvani,
une reconnaissance non menaçante qui pouvait être perçue comme de la soumission ou de la reconnaissance de meute selon le contexte. Le changement fut soudain et spectaculaire. Voss passa d'une posture d'enquête prudente à une posture d'intérêt actif et il s'approcha. Les autres petits suivaient derrière leur nouvelle assurance, suggérant qu'ils avaient décidé que cette étrange bête méritait un examen plus approfondi. L'approche de la matriarche envers ses petits était plus déterminée, comme si elle avait décidé que ses enfants s'approchaient de quelque chose de potentiellement dangereux. Elle n'était pas agressive, mais elle portait l'autorité claire d'une chef de meute qui attendait une soumission immédiate. Vela, en revanche, était moins impressionnée par ce développement. Une confrontation fascinante et potentiellement explosive s'ensuivit alors que les petits, sentant l'autorité maternelle, stoppèrent leur avancée sans pour autant reculer. Au lieu de cela, ils formèrent un demi-cercle lâche, gardant leur intérêt pour Jackson, tout en reconnaissant les préoccupations de leur mère. Jackson se retrouva dans la position inhabituelle d'être au centre d'une dispute familiale au sein des Corvanis, une expérience pour laquelle sa formation académique ne l'avait pas adéquatement préparé. Les Cubs désiraient approfondir la question. Velka souhaitait les protéger de tout danger qui pourrait se présenter et les autres adultes se positionnaient pour soutenir la décision de leur matriarche. La solution est venue d'un endroit inattendu. Kira, le cube du milieu, s'est séparé du reste de la meute et s'est approché de Jackson avec une assurance directe qui trahissait son propre jugement sur son niveau de menace. Il a persisté dans son travail de maintenance, essayant de projeter une image de non-menace, tout en surveillant attentivement les dynamiques qui se déroulaient autour de lui. S'approchant à moins de 3 mètres de lui, elle s'accroupit dans une position qui correspondait à sa posture de travail. C'était clairement un effort d'imitation, le genre de choses que les jeunes prédateurs feraient pour apprendre de leurs aînés. Kira s'invitait essentiellement à participer à ce que Jackson faisait, le voyant plus comme un membre possible de la meute qu'un étranger. Ignorant les inquiétudes de leur mère, les autres petits suivirent bientôt l'exemple, adoptant des positions identiques et étudiant chaque mouvement de Jackson avec la concentration laser d'élèves, essayant de maîtriser une nouvelle compétence. Vela ressentait la même chose que n'importe quel parent qui avait déjà vu ses enfants se lier d'amitié avec quelque chose dont il n'était pas complètement sûr qu'il soit inoffensif. Avec leur comportement classique de liaison de meute, les petits semblaient avoir reconnu quelque chose en Jackson qui était en accord avec leur compréhension instinctive de la dynamique de la meute. La matriarche se déplaçait lentement, prudemment et délibérément, comme si elle faisait sa propre évaluation, essayant de déterminer si cette étrange créature représentait une menace réelle ou si ces petits avaient simplement montré l'intelligence sociale intuitive qui avait fait des jeunes Corvani de si bons membres de la meute. Reconnaissant la gravité de la situation, Jackson croisa le regard de Vela et fit un geste qu'il avait vu dans de nombreuses études sur le comportement des meutes de Corvani. Il baissa légèrement la tête, puis la releva tout en maintenant le contact visuel, un geste qui reconnaissait son autorité et signalait une intention non agressive. Vela prit un moment pour absorber cette démonstration inattendue du protocole de la meute. Le geste était nuancé, mais précis, le type de communication qui nécessitait une compréhension des dynamiques sociales des Corvani plutôt qu'une simple imitation. Cet être particulier ne se contentait pas de reproduire ce qu'il avait vu. Il montrait une véritable compréhension des schémas d'interaction de la meute.
Afin d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur cet être particulier, la matriarche s'approcha suffisamment pour effectuer une analyse sensorielle qui lui révélerait chaque détail, les schémas électromagnétiques de son système nerveux, les signatures chimiques de son état émotionnel, les indicateurs subtils qui montreraient s'il représentait une menace ou une opportunité. Étonnamment, malgré le fait d'être encerclé par 7 prédateurs suprêmes, la créature ne montrait aucun signe de peur ou d'agression. Ses indicateurs de stress étaient élevés, mais stables, indiquant une conscience de la situation sans panique. De plus, ses schémas comportementaux montraient constamment du respect pour la hiérarchie du groupe et une compréhension des protocoles sociaux appropriés. Vela fit quelque chose qui aurait choqué n'importe quel xénobiologiste de la galaxie. Elle s'approcha suffisamment de Jackson pour tendre les bras et étendit l'un de ses membres principaux dans le geste formel de reconnaissance du groupe. Jackson, qui pouvait à peine croire ce qui se passait, dut synchroniser et positionner son contre-mouvement parfaitement pour éviter d'être confondu avec un défi ou une soumission. Dès que cela a pris effet, les Cubs ont cessé d'être des observateurs prudents et se sont précipités vers la zone de travail de Jackson avec l'enthousiasme de jeunes membres de la meute qui venaient d'obtenir la permission de s'engager avec un nouveau membre de leur groupe social. Avec le genre de curiosité intense qui caractérise les jeunes prédateurs intelligents découvrant leur environnement, les Cubs ont examiné tous les outils, équipements et activités de Jackson. En réponse à la décision de leur matriarche, les autres adultes ont modifié leur position afin que Jackson puisse être inclus dans le périmètre de protection du groupe. C'était un développement remarquable, un être humain temporairement adopté dans un groupe de Corvani, accepté comme un membre non menaçant, méritant protection et inclusion. Pendant ce temps, à l'intérieur de la colonie des moniteurs externes, enregistrait tout bien que la résolution limitée de l'équipement signifiait que les détails subtils de l'interaction étaient perdus. Les colons pouvaient voir que l'ingénieur de maintenance était devenu une partie du groupe de Corvani et les petits le traitaient comme un membre familier du groupe. Le commandant Valdron observait les écrans avec la même expression que Zen Fury lorsqu'il était confronté à une anomalie qui ne correspondait pas à leur vision du monde soigneusement ordonnée. Griggs Mullen comparait anxieusement les lectures des capteurs, essayant de comprendre si l'équipement de surveillance était défectueux ou s'il voyait vraiment un humain engagé dans ce qui semblait être une conversation amicale avec les prédateurs les plus terrifiants de l'espace, car les protocoles d'urgence n'étaient pas conçus pour gérer une situation où les animaux dangereux avaient apparemment choisi d'adopter l'un des employés de la colonie. Le reste de l'après-midi fut rempli d'événements qui fourniraient des décennies de données utiles aux zoologistes. Les petits montraient leurs compétences de chasse en pleine croissance en apportant à Jackson une variété de débris intéressants qu'ils exhibaient avec l'excitation joyeuse de jeunes chasseurs, montrant fièrement leur butin à un membre estimé de la meute. Les adultes s'étaient installés dans un schéma de patrouille détendu qui permettait aux petits de poursuivre leur exploration sociale tout en surveillant les voies d'approche de la colonie. Jackson veillant à répondre à chaque geste de manière à renforcer leur confiance tout en respectant la hiérarchie sociale de la meute, acceptait chaque offrande avec la reconnaissance appropriée et examinait les objets avec l'attention sérieuse que les petits attendaient clairement.